Vous regardez TV Rogers. Les opinions émises au cours de cette émission sont celles des participants et ne sont pas nécessairement celles de Rogers ou de TV Rogers. Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale Au-delà des frontières masculines, une émission qui a voulu se faire durant ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que c'est le mois de la santé des hommes et on a utilisé cela comme prétexte pour parler d'un sujet dont on ne parle pas très souvent, celui de la santé mentale des hommes. J'ai 3 hommes qui ont accepté d'embarquer avec moi dans cette aventure-là, où est-ce que je vais l'appeler une aventure de guérison, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux-mêmes qui sont ici dans ce studio. De retour à cette émission spéciale Au-delà des frontières masculines. Comme je l'ai dit en tout début, je suis accompagnée par 3 merveilleux hommes qui font, je pense que je vais dire qu'ils sont des acteurs de changement dans notre communauté, chacun à son niveau, chacun à son échelle. Et juste pour rappel, je vous mentionnais qu'on parlait aujourd'hui en particulier de la santé mentale des hommes. Et qui de mieux pour en parler qu'un thérapeute, un expert qui nous accompagne, Papa Ladike Diouf, qui a accepté de discuter avec moi et avec aussi ses confrères de ces thématiques assez difficiles à discuter, la santé mentale des hommes en particulier. Merci, Papa. J'ai aussi Jean-François Soriol qui me connaît depuis que j'ai vraiment envie de mentionner ça parce que tu as toujours été la personne qui, à chaque passage, là, qui avait un grand sourire, qui me disait que la journée allait être belle. Merci d'avoir accepté, toi aussi, de discuter de ces thématiques-là avec moi. Tu es expert en sécurité informatique, mais aussi coach de vie. Comment tu le dis déjà? Tu es... Coach de transformation de vie. Coach de transformation de vie, un volet que je n'avais jamais vraiment creusé avec toi, qui va me faire plaisir de découvrir. On va creuser ça. Et aussi, notre 3e invité, c'est M. Anselme Mtsoga, qui est le président, je vais commencer par ça, le président de la communauté camerounaise Ottawa-Gatineau de la région de la capitale nationale. Mais il est aussi le fondateur de MK. Cofondateur. Cofondateur de MK. M2. M2. Oui. Je l'ai bien dit cette fois-ci. MK M2. Écoutez, j'ai beaucoup de questions dérangeantes selon moi parce que je me dis que c'est pas seulement moi en tant que jeune femme qui a envie de comprendre la perspective des hommes de notre époque. Je pense que beaucoup de femmes vont me rejoindre là-dedans. Et la première chose que j'ai envie de vous demander, je vais peut-être commencer par Papa, c'est quoi être et vivre dans la peau d'un homme? Qu'est-ce que c'est réellement? Oh, c'est une grosse question, puis en même temps, c'est une très bonne question, mais c'est une question très, très complexe aussi, dans le sens où être un homme ou une femme, c'est la société qui nous le fait. Oh, OK. Ouais. C'est pas une question reliée au sexe avec lequel on est. Wow. C'est relié à comment on a été socialisé, définitivement. Tout à fait. Donc, être un homme aujourd'hui ne signifie pas la même chose qu'être un homme il y a 50 ans. Définitif. Okay? Définitif. C'est pour ça qu'il y a un choc des générations et des cultures. Il est difficile pour un homme de 50 ans aujourd'hui d'éduquer un garçon sur la base de sa culture d'un homme il y a 50 ans. C'est vrai. Donc, c'est une question très, très importante, très intéressante aussi à se poser. C'est quoi être un homme? Est-ce que c'est simplement avoir, disons, comme sexuellement naître avec des organes génitaux, disons, comme d'un homme, ou c'est autre chose? Être un homme, c'est une culture en tant que telle. Wow. C'est un ensemble. Il y a une dimension biologique, mais il y a une dimension psychologique et sociale à ça qui est rattachée et qui est très, 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 très profond. Wow. Je te dirais qu'aujourd'hui, être un homme, c'est dépendamment aussi d'où tu viens. Tout à fait. À quelle culture tu appartiens. Ouais. C'est extrêmement important de savoir qu'on se définit identitairement à travers une culture à la base, des valeurs. Donc, d'où l'on vient. Tu demanderais à un Sénégalais comme moi qui te définisse de ce qu'est être un homme et tu demanderais probablement à un Québécois, ça serait... Qui est juste à côté, il arrive. On s'en occupe dans 2 minutes. Exactement. Donc, la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui en tant qu'homme est beaucoup reliée à des enjeux
disons comme d'une culture, mais à des enjeux aussi d'une époque. OK? Et la réalité de nos garçons aujourd'hui n'est pas notre réalité à nous, en tant qu'hommes. Nous, on a été éduqués dans beaucoup de masculinité, de virilité, n'est-ce pas? Et l'homme en tant que tel, et on en parlera peut-être tantôt, avec des rôles. Et un rôle principalement qui est un rôle de pourvoyeur. Et je vois beaucoup qui est un rôle extrêmement souffrant pour les hommes. Surtout aujourd'hui. Parce que c'est relié à un pouvoir. Un pouvoir. Et on en reparlera. Je vais garder parce que si on commence à creuser dans la sens qu'on va se perdre là. J'ai envie d'entendre les autres aussi par rapport à ça. C'est quoi être un homme pour toi, Jean-François? Tout à fait d'accord avec toi que c'est très, très, très culturel. C'est très individuel aussi, c'est très familial, tout à fait d'où tu viens. Et une des choses dans ma communauté il est nécessaire pour un homme, à un moment donné, de décider qui il veut être. Le problème, c'est que souvent, c'est décidé pour toi. Par papa, par maman, par la communauté, par ton coach, par qui est de valeur, devient un petit peu ce qui est reconnu par les autres. Et là, on parle de masque. On se cache en arrière des valeurs qui nous sont proposées pour être acceptés. Troisième niveau de Maslow, l'acceptation, c'est le premier besoin dans notre vie qu'on a besoin à gérer quand on arrive au primaire. C'est le premier besoin qu'on a développé. Comment on le développe? On le développe en enfant. Et c'est un petit peu ça qui arrive. C'est que qu'on soit homme ou femme, quelque part dans notre vie, il y a eu des chocs. Il y a eu quelque chose qui se passait dans notre vie, dans notre famille, que c'était pas normal, que c'était pas correct. Fait que dans notre tête de petit jeune, avec notre capacité de 7 ans, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se crée en toi, c'est un petit gars, dans une petite fille pour vous, j'imagine, qui a pris une position puis qui choisit quelque chose, mais avec le catégorisme du petit gars ou de l'enfant. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'à ce moment-là, si tu ne fais pas de travail d'aller revoir ces moments-là pour en reprendre possession, pour revoir en tant qu'adulte, c'était ça qui n'était pas correct. Pas qu'est-ce que j'en ai couvert. Alors, pour décortiquer ça, pour reprendre ça, le problème, c'est que beaucoup d'hommes n'ont même pas le désir d'aller creuser, d'aller voir. Mais pourquoi que je crois ça? Mais ça vient-tu de moi? C'est-tu quelque chose que moi je crois ou que... Pourtant, c'est une sacoche qui m'a été donnée. Puis le moment où tu décides que, hey, la voix dans ma tête, c'est pas moi, c'est mon coach, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon sang. Il y a des fois, quand je suis capable de... Puis souvent, dans notre recherche personnelle, beaucoup de gens sont très hargneux de vouloir. Mais pour un homme, puis j'imagine pour une femme aussi, la découverte se fait beaucoup plus dans le... Wow, qu'est-ce qui se passe là? Dans le relâcher prise pour être capable de faire la part des choses, souvent en se tenant avec quelqu'un. Donc, être un homme, c'est tellement dépendant d'où tu viens, puis d'avoir la chance d'avoir été touché par quelques hommes qui t'ont fait voir. Moi, mon père, il disait, un homme, ça pleure pas, mais il pleurait tout le temps. Et ça se dit dans les cultures africaines aussi, fait. là. On se dit que c'est juste chez nous, alors que voilà. Non. Mais il disait, on pleure pas. Mais dès qu'il commençait à parler de son père ou de sa mère, il sanglotait comme... Mais là... mais c'est comique. Donc, moi, ce que j'avais le paradoxe de... On ne parle pas, puis mon père, t'as tout pain, puis tout... Mais, puis... Ah non, mais on pleure quand c'est important. Ah bon, d'accord. Fait que c'est un petit peu ça qui a peut-être qui a été intéressant. On en parlait tantôt envers mon épouse, que j'avais ce retien-là, j'étais militaire, j'avais ce retien-là, mais aussi la vulnérabilité. Donc, c'est clair que être un homme, c'est tout plein de ces choses-là, mais en bout de ligne, est-ce qu'il t'a été inculqué que de regarder qu'est-ce qui se passe, c'est de valeur ou c'est du... Donc, un homme, c'est viril, ça ne tient pas. Dans tous les programmes avec mon groupe d'hommes, de plus en plus, même les plus jeunes, n'acceptent plus ça. Le problème, c'est qu'ils vont rejeter la capacité d'un homme. Non, moi, je suis un homme soft. Est-ce qu'on vient de jeter le bébé avec l'eau du bain aussi? C'est ce qu'on pense. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ont travaillé, que la virilité, ça ne doit pas être
odieux, mais c'est fort, c'est capable. Ça n'a pas besoin d'être vociférant, d'être... Mais regarde, moi, j'ai un coach qui est au karaté. Il n'a pas besoin de dire qu'il est 5e, 6e dan au karaté. Ben, c'est un homme. Mais il est... Donc, être possesseur de sa capacité sans avoir, c'est un petit peu ça, être un homme. De te retrouver que c'est pas dans ça que d'être un homme. C'est, regarde, j'ai une capacité. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse t'amener vers ça. Puis j'adore la façon que tu parles. Puis on en parlait tantôt. Hey, on a besoin d'émissions comme ça. Je suis ici la semaine prochaine, on en fait un autre. Avec plaisir. Et toi, Anselme, avec tout ce que tu as entendu de tes confrères, qu'est-ce que tu penses de ta perspective de ce que c'est qu'être un homme, surtout en 2023? Je vais rester simple parce que je suis un spécialiste de la chose. Lui, c'est un homme de terrain. Moi, je veux parler de ma communauté que je connais assez bien. Et je vais ancrer à ça mes valeurs auxquelles je ne veux pas me dissocier. Parce qu'il ne faut pas faire cette erreur-là de rejeter un bagage qu'on a accumulé pendant 20, 30, 40 ans. Et on se retrouve il y a une intersection, quoi, entre ce qu'on a vécu et ce qu'on a maintenant des enfants ici. Et il faut comprendre tout ça. Si je prends le sommaire de ces paroles éloquentes, un homme, c'est comme un arc-en-ciel. C'est beau, ça. Nice. Dépendamment de la température ou bien du vent, là, des humeurs sortent. Ça peut être un bleu, ça peut être un rouge, ça peut être un vert, un noir. Et c'est comme ça qu'on agit. C'est un arc-en-ciel. Et il ne peut être que compris si on le regarde très bien. D'accord? Les hommes qui pleurent, j'en ai vu toute ma vie, les hommes qui pleurent. Les hommes violents, j'en ai vu toute ma vie. Des hommes doux, j'en ai vu. Voyez-vous? Moi, quand j'étais jeune, ma mère m'appelait, toujours, mon mari. Oui. Donc, tu as 5 ans, elle t'appelle mon mari, mon chéri. Tu as 15 ans, mon mari. À 50 ans, mon mari. 55 ans, mon mari. C'est-à-dire, tu te rends compte qu'elle te voit comme celui-là qui lui apporte du bonheur, de l'amour, de la quiétude. C'est ça un homme. Dans ma communauté, on a un problème de responsabilité. La parole. Tout ce qui nous reste, c'est la parole. L'engagement qu'on a avec nos enfants, avec nos collègues, nos épouses, ce qu'on leur dit, comment est-ce qu'on peut communiquer ça et répondre de ces actes-là. Voyez-vous, quand on traverse l'océan Atlantique, on arrive ici. Moi, je suis arrivé ici, j'avais quoi, 20 ans? Ça fait quoi, 31 ans déjà presque? Donc, je ne connais rien de mon pays après l'âge de 20 ans. Donc, le peu que j'ai de mon pays, c'est jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais j'ai gardé en moi tous ces souvenirs, bons ou mauvais en moi. Et ils m'ont construit. Mais qu'est-ce qui arrive? Je fréquente des personnes, des gens, des femmes et jeunes, je me rends compte qu'il y a un décalage énorme où je me remets en question. Est-ce que tout ce qu'il a parlé de reconnaissance, du pourvoyeur, ça n'a plus d'importance? Écoute, tu n'es pas le seul pourvoyeur ici. Il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Et c'est qui l'autre? C'est en général elle. Aujourd'hui, c'est plusieurs gens qui peuvent le faire. Premier constat. La communication, c'est un style directif, collaboratif. Il y a un problème. Il faut le corriger. Et même l'ensemble des lois et des valeurs qui nous font fonctionner dans ce pays-ci, elles sont opposées à ce qu'on nous a inculqué. Mais voici le bonheur de la transformation. Si vous allez aujourd'hui en Afrique, un enfant de 8 ans vous tiendra le même langage qu'un enfant de 8 ans au Canada. Oui, à cause du social network. Social network. Tout à fait. Où est-ce que nous, donc, cet adjectif d'être homme-là, où est-ce que ça se place aujourd'hui? Donc, on est en transition. On ne sait pas où on va, mais on sait où on est. Au moins, on reconnaît qu'on a du travail à faire. Qu'on a du travail. On a du travail à faire. On doit régler là-dedans. On ne peut pas performer si on a des traumas. Non, On impossible. ne peut pas exceller si on a des doutes sur qui nous sommes. On ne peut pas avancer, encore moins avoir un foyer stable si on ne se prend pas ce qui a les deux têtes là-dedans. Tout à fait. Et Anselme, ça c'est une petite parenthèse vite fait, on a eu à faire une autre émission ensemble. Où est-ce que tu me confiais comme ça que pour toi c'était important que les jeunes
immigrants puissent avoir des modèles auxquels ils s'identifient pour se dire, si ce monsieur-là peut le faire, comme travailler dans tel organisme ou bien même travailler en politique, moi aussi je peux le faire. Et moi j'ai trouvé que c'était un beau message que tu as envoyé. Alors on va revenir à cette émission-là et en vous écoutant, ma prochaine question venait par rapport à la masculinité toxique et la masculinité positive. Et ce que j'aimerais, ce que je comprends maintenant par rapport à ce que vous avez dit, c'est que tant que tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu as emmagasiné comme croyances et autres, c'est là que, veux pas, tu peux développer cette masculinité toxique-là, même sans t'en rendre compte. C'est que tu réagis plutôt que répondre. Tu réagis plutôt que répondre. C'est comme, moi, une des analogies que je fais, c'est que tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce qui se passe que tu reçois, c'est une perception. En dedans d'un quart de seconde, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau et ça connecte peut-être à une croyance ou quelque chose comme ça, et tu réponds. Ou plutôt, tu réagis. Réagis, tu vas dans le chemin qui est habituel. Et donc, si tu n'as jamais pris connaissance que c'est une réaction habituelle qui te sert ou qui ne te sert pas, tu parlais de ton passé, si ça te sert, garde-la. Mais si ça ne te sert pas, mais que tu n'en as pas pris possession, tu vas aller dans le chemin. C'est comme une avenue qui a des lampadaires à côté, c'est très facile. Mais la réponse, c'est plutôt de « Attends une minute. Non, je vais répondre différemment. » C'est comme si tu prenais ta machette, là, puis tu t'en vas dans le bois, puis tu commences à faire un nouveau chemin. Ça va être tough, ce chemin-là. Mais c'est celui-là qui va te servir parce que j'ai décidé de ce chemin-là. Donc, peut-être que tu vas aller vers ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que si tu es inconscient de tes réactions, que tu vas être nécessairement... Si tu as été chanceux d'être guidé par quelqu'un qui n'est pas violent ou c'est ce que tu as vu dans ta vie, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas aller là. Mais c'est certain que si tu n'as pas le réflexe de regarder ou que quelqu'un t'apprend que ça sert à quelque chose de regarder, de prendre la flashlight puis de la remettre à l'intérieur, si tu n'as jamais appris ça, il faut que quelque chose te l'apprenne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'arrive. Souvent, c'est pour ça que les gars rentrent dans mon groupe. Clairement. C'est parce qu'ils ont pogné le fond du baril, puis là, ça va plus bien, là. J'ai besoin d'aide, JF. Mon épouse n'est plus capable de m'entendre. Je ne sais pas comment connecter avec elle. Mes enfants ne me parlent plus. Puis là, je leur montre comment parler à leur épouse. En tant que thérapeute, papa, dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres situations qui réveillent, tu sais, ce besoin-là d'aller chercher la guérison chez les hommes? Bien, moi, ce que je dis d'habitude, c'est qu'il faut partir à la base du fait que dans la famille, dans l'éducation, les adultes qui éduquent, ils sont un peu comme le metteur en scène et le réalisateur dans une troupe théâtrale. Tout à fait. Okay? Ils choisissent des rôles aux enfants et ils choisissent qui va monter sur la scène, qui va jouer tel rôle, etc. Maintenant, il y a des adultes qui se sont appropriés de ces rôles-là. Ils n'ont pas réinventé, ils n'ont pas eu la chance de réécrire leur scénario de vie. C'est profond, ça. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Fait que différents éléments de la vie peuvent nous amener à, disons, comme avoir le réflexe de dire « Oh, là, il faut que je réécrive. » Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on m'a donné était mauvais. Tout à fait. Non. Mais qu'est-ce que je garde? Et c'est un exercice qui est difficile de réécrire le scénario de sa vie. Pourquoi? Parce que quelque part, on a au fond de nous le sentiment qu'on est en train de tuer quelque part une partie de notre histoire, ou de ce que nos parents nous ont légué, ou de ces personnes-là qui nous ont éduqués, nous ont légué. Mais si ça ne te sert pas, c'est ça que l'adulte doit faire comme choix. Anselme le disait, qu'on perd le... Exactement. Absolument. J'ai expérimenté, j'ai vécu une expérience intéressante ce week-end. J'avais un ami à la maison. Il a passé le week-end à la maison. On est assis à table, on regarde un match. Moi, je travaille, il regarde un match. Et je ne sais pas de quoi on parlait. Je lui dis, écoute, on va faire un exercice. Prends un bout de papier. Tout de suite, il me dit, hey, je parle à la psychologie ici. Il dit, non, c'est pas la psychologie. Je lui dis, prends un bout de papier. Il fait peur. Oui. Il dit, pourquoi? Je dis, prends un bout de papier. Il prend un bout de papier. Je lui dis, tu te renseignes au milieu. Il dit, OK, j'ai dit, OK, tout ce qui fonctionne bien dans ta vie, écris ça à gauche. Ce qui fonctionne mal, écris à droite. Il ferme le livre. Oh, il n'a pas réussi. Il a peur. Il a peur. Ben oui. Il ne veut pas être responsable de relire le scénario, de voir quelle scène n'a pas fonctionné
et comment la réécrire. Oh, wow. Ça prend du courage. Et on d'aller là. oublie que nos parents, ceux qui nous ont éduqués, ils ont fait de leur mieux. Moi, j'ai l'habitude de dire aux parents, il faut arrêter de vouloir être un bon parent. On va revenir sur ça après la comme- pause. On va revenir sur ça après la pause. On se C'est voit ça. juste après. Vous regardez Au-delà des frontières masculines. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Ce cerveau a un besoin urgent de soins en santé mentale. Mais comme 3 Autochtones sur 4 sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cerveau risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers. De retour à cette émission spéciale Au-delà des frontières masculines, où est-ce qu'on parle de comment comprendre les hommes. Et puis moi, je suis servie là parce que je suis accompagnée de 3 hommes qui ont, comme on le dit en Côte d'Ivoire, je vais le dire là, ils n'ont pas de l'eau dans leur bouche, c'est-à-dire qu'ils disent qu'est-ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est nourrissant, non seulement pour moi et pour les personnes qui vont le regarder. Et papa, avant la pause, tu disais quelque chose d'assez intéressant, c'est que les hommes, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à se permettre de réécrire leur histoire. Ouais. Mais dans la mesure où définitivement ça va avec accepter l'inconfort, ok, du changement à apporter dans sa vie. Tu sais, je dis aux gens souvent, si tu veux changer, ne le fais pour personne, fais-le pour toi-même d'abord. Tellement, mais Ok? tellement. Fais-toi plaisir. Tantôt, tu disais, ben, comme ça va être dérangeant, je vais vous déranger. Il faut se donner l'autorisation de se déranger soi-même, des fois. Oui. Tu sais? Ok. Fait que c'est important dans le sens où je prends juste l'exemple. Moi, je travaille beaucoup avec des hommes dans un contexte d'immigration. Fait que je leur dis, quand tu arrives ici, dans un contexte d'immigration et que tu es dans un contexte de couple, il faudra que tu regardes c'est quoi les besoins du milieu dans lequel tu arrives par rapport à ce que tu as dans ton sac. Parce que tu arrives ici avec ton sac bien rempli, là. Fait que quand tu arrives, tu ouvres ton sac et tu fais le tri. Il y a des choses que tu as ramenées de ton sac, là, que tu n'auras pas besoin ici. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, là, mais tu le mets, De tu le côté. gèles. Il y a des choses dans ton sac dont tu as besoin. Ça, tu le gardes et tu vas aller chercher dans l'environnement dans lequel tu es. C'est ça, se réinventer dans un nouvel environnement. Si je vais rester un peu avec toi encore pour parler de ce volet des couples donc que tu mentionnais tantôt, et ça me rappelle ce que Anselme a dit avant la pause, c'est qu'il parlait de communication Ben oui. dans la dynamique d'un couple. C'est un style, est-ce que c'est un style directif? C'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Donc il y a aussi cette dynamique-là dans le couple que les hommes et les femmes devraient travailler. Mais définitivement, puis j'ai beaucoup aimé ce qu'Angèle a dit tantôt, dans le sens où l'idée, c'est pas d'enlever complètement tout ce que tu as et de te réinventer à nouveau. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à un nouvel environnement. Et quand je regarde, des fois, comme moi, en tant qu'homme qui a été éduqué dans une culture où l'homme est le chef de famille. OK? Alors, et généralement, ce que je me rends compte, c'est que beaucoup d'hommes immigrants avec lesquels j'ai discuté, ils viennent déjà avec un mindset de « je me prépare à aller dans un pays où on donne le pouvoir à la femme ». Ils sont déjà en guerre, crispés. Dans sa tête déjà, tu es déjà préparé. Alors que si tu viens avec le mindset que je vais dans un pays où on donne du pouvoir à l'humain, c'est ça la réalité de ce pays-là. Que tu sois un enfant, un homme, une femme, on te donne les droits
de l'homme, de la personne que tu es. La personne humaine tout court. Exactement. OK. Et des fois, ce que je me rends compte, c'est que ça amène souvent des conflits dans le pouvoir, dans le couple. Et généralement aussi, il y a des femmes qui ne savent pas quoi faire avec le pouvoir qu'ils ont. Parce qu'elles arrivent, elles n'ont pas eu la chance d'avoir ce pouvoir-là. Fait que tu arrives ici, on te dit, voici tes pouvoirs. Puis on ne t'accompagne pas à comment tu dois gérer ce pouvoir-là. Finalement, ce pouvoir-là, tu peux l'utiliser comme une arme contre la personne qui est en face de toi. Parce que c'est cette personne-là que tu considères être la personne avec qui tu es en concurrence. Alors que ça doit être une dynamique d'équipe. Ben oui. Une dynamique de collaboration. Donc, qu'est-ce que je fais? Et la plupart aussi, c'est que on ne nous apprend pas à comment gérer les conflits quand je suis impuissant. Beaucoup d'hommes n'aiment pas être impuissants face à une situation. Accepter son impuissance. Ne pas être capable de résoudre. Exactement. Est-ce que tu t'es déjà senti en situation d'impuissance, Jean-François? Tout à fait. Et comment tu as géré ça? Mon épouse est malade, je ne peux rien faire. Mais moi, je veux revenir à la communication parce que, c'est tellement... Le problème, puis c'est pas femme ou homme, c'est quand on écoute pour répondre. Oui. Puis que c'est vrai dans tout. C'est certain, le départ dans un couple, c'est que quand on a un conflit, on apprend, hors des conflits, que dans un conflit, il faut commencer par établir qui a raison. Ça ne marche pas dans un couple. Personne n'a raison. Non, c'est que ce n'est pas ce qui est important. Bon, d'accord, l'auto est plus dur que la tomate. Ben, c'est clair, ça. Mais dans l'éducation, dans le ci, de ça, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'être en relation et d'essayer de comprendre l'autre. Mais si je t'écoute pour être capable de mettre mon autre point, on appelle ça le racehorse à l'intérieur qui veut répondre. Moi, ce que j'apprends aux hommes, c'est comment parler à leur épouse. On attend des exemples. Je vais prendre des notes. Ça, c'est une chandelle. Oui. Lorsque quelque chose qui ne va pas bien, ça prend du courage. Je t'en parlais tantôt. Je vais aller devant mon épouse. L'épouse peut faire la même chose. On a notre chandelle de couple. Quand je viens te voir, j'allume la chandelle, ça veut dire j'ai besoin d'un moment sacré avec toi. On va parler de quelque chose qui vient me chercher, qui va être tough. J'ai besoin qu'on puisse être vraiment là, égal à égal. Ou je viens en paix aussi. Je viens en paix. Je viens en... Mais faut-tu apprendre ça à un homme? Parce qu'un homme, c'est... J'ai quelque chose à dire. Non, c'est pas... Regarde mon pit, c'est pas ça que tu commences. Il rentre comme... Ben oui, je rentre, là, regarde, comme ça, là. Wood Energy, toute la... Non. J'ai besoin d'avoir une conversation avec toi. T'arrives en... Pas en mauviette. Puis c'est ça qui est important de faire comprendre à l'homme. Tu n'es pas une mauviette. Tu es capable de tenir, mais tu n'es pas dangereux. J'ai besoin de te parler. Puis là, ce que ça veut dire, c'est qu'on met la chandelle. Elle a le droit de dire « je suis pas prête là ». Ou le contraire, je suis capable de dire « je suis pas prêt en ce moment, j'ai pas de la tête poignée dans mes patentes ». Mais à un moment donné, on va se voir. Puis là, on met la chandelle, on l'allume, on se met là. Puis là, la personne, 5 minutes chacun. J'ai droit de dire ce que j'ai besoin de dire. Je reste sur mon côté du tennis court. Il n'y a pas de « toi, t'as fait », non. Quand ça, c'est arrivé, puis ça, il faut l'éduquer à un homme, comme je fais des répétitions dans le couple. OK, tu commences. Quand tu as fait... Non. Quand ça, c'est arrivé, moi, je me suis senti... Tu restes de ton côté. Tout à fait. Oui, je me suis senti comme ça. Deuxième partie... Puis ça me rappelle, quand j'avais 8 ans, que mon frère m'a fait ça pour pouvoir revenir au moment où tu es allé ramasser ce adaptive child-là qui t'aurait fait répondre comme ça, pour être capable d'aller ramasser ça. T'exposes ce qui s'est arrivé. Puis là, tu as le droit de demander à l'autre, voici maintenant ton 5 minutes. Mais il n'y a pas de réponse. Toi, tu peux dire de ton côté encore, qu'est-ce que toi tu vis de ce qui est arrivé, de ci puis ça. Après les 5 minutes, là, de chacun côté, là, bon, il y a peut-être 2 minutes de chacun côté pour rétablir les choses, mais après ça, on se parle. Mais il n'y a plus d'amertume parce que j'ai commencé par dire comment je me suis senti. Oui. Puis c'est l'enfance de cette conversation-là. Je ne vais pas me mettre sur toi. Je vais pas te... Puis ça vient d'un côté et de l'autre.
Il faut l'apprendre aussi aux femmes, parce que des fois, c'est, regarde, j'ai une revendication, puis j'ai une revendication, puis j'ai... Mais c'est la même chose. J'arrive, je ne vais pas te tabasser, mon mari. Voici, j'ai besoin qu'on se parle. Je l'enseigne à tous les hommes, puis à tous les couples avec lesquels je travaille, puis on me dit que c'est... En fait, ça m'a été enseigné il y a 97. C'est pour ça que je suis encore marié. Tu sors d'une dynamique de dominant. Tout à fait, c'est comme ça. Anselme, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à ces très bons points-là? Je vais un peu rebondir sur 2 ou 3 choses que mes compagnies sont dites. La première, c'est sur le pouvoir. Ben oui. Moi, mon pays dans lequel je viens, moi, j'ai vu le pouvoir de la femme, entre guillemets, à un niveau très élevé. D'accord? C'est la mère qui décide où va l'enfant à l'école. C'est elle qui décide ce que vous mangez à la maison. Oh my God! C'est elle qui décide... Les vrais boss, en fait, c'est nous. Le pouvoir, là, le voilà. C'est elle qui décide si vos devoirs sont faits ou pas. C'est elle qui décide ce que va dire papa quand il va rentrer de la maison de son voyage. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Attends que ton père arrive. C'est elle qui décide du lieu du voyage, du budget. C'est elle qui décide. Moi, j'ai vu mon père chuchoter à ma mère, chérie, tu as combien là? Il le dit à l'écart des enfants. Il dit à sa femme, chérie, nos finances, là, c'est comment ça se passe là? Et elle lui répond d'une manière stratégique et puis c'est clair. Mais dans la journée, il se bombe le torse pour dire, hey, c'est moi le boss ici. Mais on sait qui est le vrai boss. Là-bas en Afrique, il n'y a pas de loi qui instaure ça, mais on sait comment ça se passe. Déplaçons-nous ici, là. Les lois sont un peu brutales. Elles sont accessibles, faciles à lire, et sont bien codifiées. Donc, le rôle qu'elles avaient déjà en Afrique, elles jouaient d'une façon informelle. Ici, c'est plus formalisé. Et c'est pour ça que papa... Et ça fait peur. Le pouvoir, quand tu l'as, voilà. tu ne sais pas comment le... J'avais jamais pensé à ça. Et ça fait peur, Mais le pouvoir, il est le même. Moi, je dis à mes collègues québécois ici qui se plaignent, écoutez, tu sais comment le pouvoir t'es à la maison, toi? Tu te plains? Je demande, qui va à l'école? La femme va à l'école où? Telle école. Qui a décidé? Vous allez en vacances où? Orlando, qui a décidé? Qu'est-ce que ton mari dit? Il dit oui. C'est pas un pouvoir, ça? C'est un pouvoir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a aussi une question de vulnérabilité. Nous sommes vulnérables 24/24. Avec un groupe de personnes en particulier, mais je vous dis que l'homme que moi je connais de tous les jours là est vulnérable 24/24. Explique-moi ça. C'est juste le regard qu'on pose sur lui. Est-ce qu'on le regarde comme le macho ou mon compagnon qui vit une situation et je vois qu'il a du mal à s'exprimer? Est-ce que je peux aller chercher l'information? C'est chercher l'information qui est compliqué pour la femme. Parce que la question qu'elle pose, la façon dont elle pose la question... J'aime pas comment Jean-François a soupiré. Parce que si le mot est mal placé, on se referme. Tout de suite. Et tu sais, si on va chialer, je vais appeler pape, je ne vais pas lui dire la vérité, je vais emprunter des stratégies bizarres pour lui raconter ce qui m'arrive. S'il lui l'évite, il va m'écouter. Il va essayer de m'écouter, mais en fait, je dois communiquer avec celle qui a créé le malaise. Le malaise. Mais en général, nous, les Africains, on court chez nos frères et sœurs et on ne règle pas le problème. Donc, la technique de pouvoir communiquer avec sa compagne, sa femme, sa copine, elle est cruciale. Cruciale. Tu ne peux pas fonctionner au niveau le plus optimal si ça, à la maison, ça ne va pas. Tu ne peux pas. C'est vrai. C'est impossible. Tout est dans la communication. Hein. Oui, c'est impossible. C'est la base. Puis en même temps, moi je dis aux gens que plus de 90% de la communication est non verbale. Ouais, tout à fait. Le problème, c'est que quand la femme pose une question, le gars, il doit répondre. Parce que j'ai besoin d'une réponse. Non, mais c'est quoi mes émotions? Content. On n'a pas de vocabulaire. Ouais. En anglais, j'enseigne. J'ai des gars devant moi, là, puis là, beaucoup de mes programmes sont en anglais. Écoute, t'as 5, on commence avec 5. Mad, sad, glad, fear, shame. Commence avec ces quintodes. Il y en a lequel dans la gang? Mad, je suis fâché.
je suis content, je suis fébrile. Ben oui, mais les gars n'ont pas ces commentaires. Ce vocabulaire-là, c'est quoi la différence entre être content et être fébrile? Si tu ne l'as jamais senti, regarde, là, j'ai hâte, là, puis ça, je le sens, là, ça pétille dans mes oreilles, je suis fébrile. Je suis content. Je suis heureux. Mais oui, mais un homme s'est jamais posé des questions de où est-ce que je ressens quand je suis fâché, mes poings se ferment, j'ai la barre dans les épaules. Quand j'ai la honte, j'ai une grosse boule dans le bedon. Quand je suis anxieux, là, c'est dans le haut de mon dos. Là, puis je baisse la tête, puis je regarde du côté. Là. Mais si quelqu'un ne nous a pas montré à voir que nos émotions se représentent... Comment reconnaître ces émotions? Physiquement. Il faut ralentir. Mais c'est même pas éduqué comme étant acceptable de même parler de ces choses-là en tant que gars. Mais quand on commence, puis qu'un gars est capable de s'ouvrir, puis qu'une femme entend son homme parler des émotions après... il y a des choses qui se passent après ça. Là. Et je vous confiais avant l'émission que j'ai des hommes extraordinaires autour de moi, donc des amis à moi, qui ont fait le travail. Ben, je pense à un en particulier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce pas-là, un peu comme lui, qui me disait la première fois qu'on avait discuté de manière très profonde que lui, il a découvert qu'il était un homme à 25 ans. J'étais comme, quoi? Il m'a dit oui. Parce que c'est là que j'ai commencé à déconstruire ce que j'avais comme idée et commencer à me reconstruire. Il est capable aujourd'hui de pouvoir mettre des noms sur ses émotions, me dire, regarde, je passe par ça avec ma copine en ce moment et je me sens comme ça, je me sens comme ci. Le simple fait qu'il puisse s'ouvrir à moi et qu'il puisse me parler, en fait, c'est comme un cadeau pour moi. Je me dis, mais je veux que mon frère ressemble à ce genre d'homme-là. Parce que c'est quelqu'un qui travaille. Angèle en parlait tantôt dans la question de la vulnérabilité. Hein? Et c'est vraiment de pouvoir se confronter à sa vulnérabilité. Petite pause ici aussi. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes, je ne parle pas de vous parce que vous êtes extraordinaires, font une grosse... confusion entre la vulnérabilité et le fait, en fait, et la virilité. Tout à fait. Oui, mais définitivement, parce que, tu sais, la réalité de la faiblesse. Accepter d'avoir des faiblesses, c'est juste accepter d'être humain. Et c'est là la question. C'est comme je disais tantôt que l'impuissance, la question de l'impuissance. La question de l'impuissance est intimement liée à la question de la virilité aussi. Et c'est ça qui, généralement, pose un gros enjeu dans certaines situations. Mais c'est important de savoir que à la base de tout ça, puis on l'a dit ici, il y a la question de la culture. La culture dans laquelle on a été éduqué et non modèle. Ça, c'est extrêmement important. Et à partir de ce moment-là, se regarder avec ses propres lunettes. Parce que généralement, on se regarde avec les lunettes des autres. Ben oui. Oui, pour être acceptable. Exactement. Et la réalité aussi, c'est que l'humain, en tant qu'humain, a tendance à se comparer aussi. Là. On se compare beaucoup. Et l'exercice auquel on joue beaucoup aussi, c'est l'apparence. Je pense que tu parlais des masques tantôt. Des masques, oui. On en a des masques. J'en ai 250, moi. On en a des masques. Il y a des masques qu'on porte qui pèsent extrêmement lourd sur nous. Tout à fait. Comme quoi, par exemple, pour les hommes? Des fois, c'est le masque de « I got it ». Ce masque-là, il est très, Je suis en lourd. contrôle. Ouais. Ça va bien. Ça va bien. Watch me. Moi, c'est encore plus image. Watch this. Ouais. Ça, c'est un masque qui est très lourd. Tu sais, mon épouse, des fois, elle va me taquiner, tu sais, quand on voyage, là, et puis qu'elle commence à chercher, puis vous êtes vraiment très forte dans ça. Les détails. Les détails de, OK, ben, si on arrive à telle heure, qu'est-ce que... Fait que là, je lui dis, mais chérie, calme-toi, là. Ça va aller, là. Relaxation. Puis là, elle ne m'aime pas dans ces moments-là, parce qu'elle me dit, OK, tu vas faire ton I got it, là, ben on va voir qu'est-ce que ça donne, là. Mais ça arrive des moments où c'est elle qui a raison. Des petits détails que moi, dans ma tête, je me dis, ben OK, on va être correct. Mais dans ce temps-là, j'avoue, je lui dis, OK. Tu avais raison. Tu avais raison, moi. OK, j'accepte que Communication oui, tu avais saine. raison.
Vulnérabilité. Mais c'est ça, là, tu sais, comme chercher à avoir raison, comme tu as dit tantôt, c'est la plus grosse des souffrances. Tout à fait. Il nous reste 2 Don't minutes, tu start voulais there. dire quelque Tu chose? parlais de vulnérabilité. Moi, ce que je remarque, c'est que les hommes voient la vulnérabilité comme une faiblesse. Oui, définitivement. Mais la vulnérabilité, lorsque tu t'en sers et lorsque c'est un drapeau. Moi, ma vulnérabilité, c'est quelque chose que je mets en avant de moi, mais ça ne m'affecte pas dans ma virilité, dans ma capacité. Mais une femme, un homme va m'entendre parler, ils vont m'entendre parler. C'est mon moi. Tu dis, j'ai pas d'eau dans ma bouche, je connais pas ça. C'est très fort, c'est très fort. C'est ça, c'est moi qui te parle. Je suis pas là tout le temps. Je suis pas là tout le temps au travail, ces choses-là. On se module. Mais lorsque j'ai besoin d'être là, je suis capable d'être là, puis ça ne me fait pas peur. Mais il y a tellement d'hommes que d'être capable de parler que, garde, j'ai peur de mon prochain travail parce que je vais peut-être me planter. Puis ça me travaille. D'être capable de parler de ça avec mon épouse, moi, ça me libère. J'arrive après, puis patard. Mais c'est ça, d'être capable de s'en sortir, de partir de la petite couche de peur qui est devant, de la laisser parler. C'est pas être vulnérable, c'est de se permettre d'avoir la capacité, sans avoir la petite, mais d'être capable de se présenter comme humain. C'est tellement La peur et la honte, là, Il va nous rester, je pense, 15 secondes avant la pause. On va revenir sur toi en scène parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses là que tu dois résumer avec ce qu'ils ont dit. Et je vous garde avec moi. On revient juste après. Vous regardez Au-delà des frontières masculines. Argent, emploi, stress. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Télède sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. Ceci est le cœur d'un homme. Un cœur qui a désespérément besoin de soins médicaux. Mais comme 78% des Autochtones sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cœur risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. L'événement Créer la magie de Noël est de retour. Le dimanche 10 décembre, de 10h à 14h, apportez vos jouets neufs ou vos dons au Centre Richelieu-Vanier afin de permettre aux enfants de Vanier dans le besoin de vivre un beau Noël. Cette année, vous pourrez rencontrer le Père Noël et assister gratuitement au spectacle de Noël de Mélissa Ouimet à 13h. Visitez le muséoparc.ca pour tous les détails. Cette initiative est organisée par le Muséoparc Vanier, le CECCE et Dessert. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. De retour à cette émission spéciale Au-delà des frontières masculines, où est-ce qu'on parle de la santé mentale des hommes, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Avant la pause, Papa et Jean-François, vous êtes exprimés sur les émotions des hommes, comment dealer avec les émotions, vulnérabilité et virilité, souvent qui sont un peu confondues. En scène, tu n'as pas eu le temps de dire quelque chose. J'ai vraiment envie de t'entendre sur ce que tes confrères ont dit avant la pause. Moi, je m'abreuvais de sagesse des connaissances, là. Mais en fait, moi, je veux revenir ça au niveau de la performance. OK. Papa dit tantôt, quand on arrive ici, on a un sac plein de choses. Il y a des choses qu'on doit mettre à côté et d'autres qu'il faut utiliser. Je regarde des familles qui arrivent et après, il y a une dislocation. Vous savez, quand on est dépressif, là, on n'est pas fonctionnel. Non. On ne peut pas performer. On peut être le plus intelligent au monde, ça ne donne pas du tout. Merci d'être là. Merci. Et à la maison, quand ta femme dit « Comment était ta journée ?» Combien de gens sont capables de répondre à cette question de façon authentique? Comment était ta journée? C'était transparente aussi. C'était bien. Vous répondez quoi à ça habituellement? C'était bien. Mais en fait, elle t'invite à une conversation intéressante sur ta journée, à t'ouvrir. Exactement. Mais comment s'est passée ta journée? oui. Donne-moi juste 30 secondes de ta journée. Je veux te parler de ta journée.
On parle de toi. Parce qu'en général, on parle d'elle. Donc, c'est l'occasion de m'exprimer sur ma journée, mes peurs, mes tracasseries avec mon boss qui ne me comprend pas, qui me fait chier, et ainsi de suite. C'est le moment d'être vulnérable à l'emploi et montrer à celle ou celui qu'on aime qu'on a un côté qui est sensible. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fuit la conversation. On fuit la conversation. Parce que je veux être en charge, je veux que tu me vois en toujours contrôle, en en contrôle. charge. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais au fond, là, le cœur est tendu, les nerfs sont tendus et on ne peut pas fonctionner. Je vais faire l'avocate du diable aussi, de mon côté, surtout des femmes. C'est que je pense que c'est Jean-François au Papa qui l'avait mentionné. Nous, les femmes aussi, certaines fois, on n'a pas le langage. On ne crée pas l'atmosphère pour pouvoir vous permettre de vous sentir safe pour parler. Des deux côtés. Des deux côtés. Moi, je conseille aux couples. Je l'ai fait l'expérience d'aller en thérapie. Il y a des professionnels qui ont été à l'école pour ça, Oui. qui aident à passer à travers des épreuves. Oui. Je ne suis pas né comme ça. Vous voyez, je ne sais pas, je ne suis pas levé un matin et commencer à parler de mes émotions. Non. Ça a pris des heures et des heures de thérapie, de counseling, de coaching, de mentoring, de rejet et de déni de la réalité pour dire, en fait, écoute mon gars, tu vas arrêter de faire ça quand? Il y a des résistances aussi. Oui, le masque là, tu vas arrêter de faire ça à quel moment, quoi? Le jour où j'ai pu dire, OK, ensemble c'est suffisant. Donc je peux parler de mon divorce, je peux parler de ma violence, je peux parler de mes déceptions, je peux parler de ma dépression, je peux parler de mes abus au travail, des microagressions. Je suis à l'aise d'en parler parce que j'ai fait le travail qu'il fallait. Et après, quand les gens me voient souriant, mais pourquoi tout le temps tu as de sourire? Mais écoutez, je travaille sur mes problèmes là. Je travaille sur ce qui me tracasse. Et chaque fois que j'évacue un, je suis un peu plus souriant. La plupart de mes confrères qui viennent d'Afrique, et je m'adresse à vous ou à la caméra, la plupart de mes confrères qui viennent d'Afrique, ouvrez-vous. Il y a de l'aide disponible. C'est pas une faiblesse de dire qu'on ne comprend pas le pays. C'est pas une faiblesse de dire qu'on ne comprend absolument rien. Il faut en parler, il y a des solutions possibles. Ici, il y a des spécialistes. La société, elle est organisée. Donc, ton cousin à la maison ou ta tante là n'a pas les aptitudes et n'a même pas les outils pour commencer à comprendre le 1/10 de ce qui t'arrive. Parce que son regard sera toujours biaisé. Oh, je ne vais pas lui dire ça parce que ça risque... Je vais raconter une histoire. Quand j'ai divorcé, quand je passais à travers le divorce, je suis allé en thérapie. J'arrive chez le thérapeute à mocher comme tout. Le monsieur s'assoit et se met à rire. Mais là... Je dis, mais c'est quoi ce monsieur? Je le paye pour rire. Il me dit, assieds-toi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, je viens de divorcer, il se met à rire. Mais là... Oui, il se met à rire. Après, il me dit, mon ami, tu m'as payé pour 3 heures de temps. D'accord? On va soit travailler sur toi, ou on travaille sur ton ex-femme. Parce que c'est ton ex-femme, elle n'est plus là. D'accord? Je dis oui. Il me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me payes? Pourquoi tu es là? Moi, j'ai ri parce que je vois quelqu'un qui a un avenir radieux, tu es jeune, tu as tout. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, she's gone. Elle est partie. Monsieur, enlève ça dans ta tête là. Elle est partie. Donc tu es seul devant ton destin. Alors, est-ce qu'on peut comme ça travailler sur ton avenir? Est-ce qu'on veut travailler sur ton avenir? Pas sur le passé là. Est-ce qu'on peut reconstruire, on peut se réinventer et venir? Ça m'a tellement fait mal. Je suis rentré, je pense que j'ai pleuré pendant une semaine. Mais c'était guérisseur. Personne ne savait que je pleurais. Je pleurais tout seul. Je pleurais tout seul. Mais c'était des larmes qui faisaient du bien. Oui, parce qu'en fait, tu décharges une émotion que tu traînes sur les épaules. Tu dis, mais pourquoi tant de haine envers moi, envers l'autre personne? Tu te décharges. C'est quoi l'émotion numéro 1 que les hommes ont le plus de difficultés?
Moi, j'imagine laquelle. Qu'est-ce que tu penses? Ben, moi, je te dirais 3 émotions. Ben, je pense que je vais sortir du décor pour que Jean-François prenne les commandes de l'animation. Non, C'est regarde. une très bonne question. Moi, je te dirais 3 avec lesquels les hommes ont beaucoup de mal. La colère, OK. la peur La tristesse. et la honte. Moi, je dis la honte. Ouais. Parce que la honte, c'est ce qui... Brené Brown fait un YouTube sur la différence entre la honte et la culpabilité. Elle est tellement bonne, cette Et dame, qui oui. dit, quand j'ai la honte, je suis mauvais. Quand j'ai la culpabilité, j'ai mal agi. Mais je suis pas, j'ai quand même une valeur. Le problème, c'est que on est éduqué à être honteux de nos comportements plutôt que coupable de nos comportements. C'est comme ça qu'on est éduqué dans beaucoup de nos familles. C'est comme ça d'être humain, c'est comme ça qu'on a été formé. La différence, c'est que lorsque tu confonds la culpabilité et les hontes, tu n'as plus de valeur. Moi, ce qu'un de mes collègues m'a montré, la honte, c'est difficile, il faut que tu te tiennes après quelqu'un pour faire ça. Il faut que tu la vois. Parce que souvent, les hommes ne la voient même pas. Ils sont dépressifs. Il faut que tu la vois, il faut que tu la ressentes, il faut que tu t'accroches après quelqu'un, puis il faut que tu en parles. Si tu n'en parles pas, l'expression pour les addicts, « You're only as sick as your secrets ». Wow. Tu es aussi malade que tes secrets. La honte, c'est ça la maladie qu'on a, qui nous cache puis qui nous tient tout croche. Moi, j'ai appris, c'est pas facile, je te dis pas que je vais là tout le temps, mais quand je me tiens après quelqu'un que j'ai confiance puis que je sais que tu es là pour moi, là, d'ouvrir ça, ça sort puis ça sort. Mais c'est essentiel d'aller là parce que je traîne ça tout le temps. 59 ans, j'entraîne des affaires de honte, là. Mais il faut aller les rechercher régulièrement pour aller faire ça. Je peux pas faire ça tout seul. Je peux pas travailler sur ma honte tout seul. C'est pas possible. C'est plus fort que moi. Puis l'expression que mon collègue m'a dit, quand tu la travailles, you have it, it doesn't have you. Donc, tu es en possession de ton travail, de ta honte, plutôt que ta honte qui t'ensevelit. Moi, je trouve ça fort parce que c'est pouvoir. On parlait de pouvoir, on parlait de capacité. J'ai de la difficulté avec l'impuissance, mais ça, je sens que je me regarde dans le miroir, puis c'est rien que moi, là. C'est rien que moi qui ai ce travail-là à faire. Faut que je me tienne après quelqu'un, mais c'est tout à moi, là. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu veux, là? Mais c'est ça qu'un de mes chums me dit. How's this working for you? Alors, quand tu prends position, ben non, j'ai pas besoin de ça. Comment ça marche avec toi? Je suis en train de me divorcer, Doesn't look like it's working, hein? Fait que, garde, prends possession de ta vie, là. T'as une brique dans ta main, là. Moi, je parle de mon Yellow Brick Road. T'as rien qu'une brique, là. Ben, travaille ta crime puff de brique, mets-la là, c'est ta brique à toi, dans ton chemin. Ben, prends-en possession de ta brique, mais faut que tu travailles ta brique. Je vais aller avec papa pour lui poser une question concernant les stratégies adéquates pour pouvoir dealer avec sa santé mentale en tant qu'homme. Ce serait quoi? Par quoi qu'on devrait commencer? Un homme devrait commencer? Bien, c'est comme je dis, puis, tu sais, merci vraiment de nous partager ça, puis tu sais, je pense que c'est un appel aussi, parce que, tu sais, comme je dis, il faut des modèles. Demander de l'aide, c'est être fort. Ouais. Il faut être fort pour demander de l'aide. OK? C'est dans la faiblesse, généralement, qu'on a du mal à demander de l'aide. Ouais. Parce que quand tu demandes de l'aide, c'est comme si tu te déshabilles. Moi, ce que je dis, c'est comme tu acceptes de te déshabiller. Tu acceptes de donner du pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu acceptes de perdre le contrôle. Tu acceptes d'être impuissant. Et c'est là tout l'enjeu. OK? Et tu l'as tellement bien dit tantôt, tu ne peux pas vivre au Canada et demander à quelqu'un qui vit chez toi, quelque part au Sénégal, de te trouver des solutions du Canada. Pas possible. Malheureusement, la plupart du temps, c'est ça qui se passe. Et moi, je me dis, généralement aussi, je travaille beaucoup sur ces questions-là aujourd'hui, il nous faut des champions et des championnes
sur les questions de santé mentale dans nos communautés. Et ça doit être des leaders. Je veux y aller là en première ligne parce que je suis très d'accord avec ce que tu dis. Moi, le Canada, on parle de déconstruction. Je vais me permettre même de te couper parce que on parle de déconstruction identitaire. On parle du Canada comme une terre d'opportunités. Les gens voient tout de suite les finances, l'argent, le matériel. Mais moi, je le vois plutôt comme une terre d'opportunités qui te permet de te déconstruire toi-même, qui te permet de te retrouver toi-même. Et c'est ça qui m'est arrivé. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est important de partager, parce que c'est ce partage-là qui va peut-être être un levier de contamination, ou de modèle ou d'image. C'est fort, ça. Puis en réalité, moi, ce que je me dis, puis je reviens à ça, c'est comme vraiment de trouver des champions. Je prends juste l'exemple dans les communautés immigrantes avec lesquelles je travaille. C'est des communautés qui, dans leur vie, la question de la religion est extrêmement importante et centrale. Les leaders religieux sont là, ils sont présents. Et je dis, ces leaders religieux-là, si on les aide un tant soit peu pour qu'ils puissent accueillir, comprendre et vraiment pouvoir accueillir comme il faut, ça va aider beaucoup à sortir certains hommes et même certaines femmes de cette honte-là et de cet isolement-là quand arrivent les questions de santé mentale. Mais on n'en parle pas aussi parce que les questions de santé mentale et de dépression viennent avec des questions d'addiction et de dépendance. Définitivement. Et on s'isole avec sa bière. On s'isole avec son pote. On s'isole avec ses dépendances, avec son YouTube. On s'isole avec plein d'éléments qui nous mettent dans ce que j'appelle une prison à ciel ouvert. On se sent seul alors qu'on est entouré. Si tu veux un peu, j'aimerais bien contribuer à cette... J'avais dit une fois que j'ai travaillé au plus haut niveau de ma carrière étant dépressif. Mais je ne savais pas que j'étais dépressif. C'est-à-dire, quand tu as ta carrière de rêve, là, tu atteins le sommet, tu dis, I made it. Mais tu es dépressif. À tel point qu'il y a un autre niveau de succès que tu ne vois plus, même quand on te l'offre. Waouh, c'est fort ça. Tu ne vois plus. Tu es malade. Tu fais le tour, mais tu es malade. Parce que tu ne peux ni parler de ton travail d'une façon claire, mais tu sais que tu performes, mais à quel niveau tu es malade. J'ai fait ça 4 ans. Et comment tu as eu ce déclic-là pour te dire, OK, je pense que je suis malade? Je remercie mon frère qui m'a envoyé un livre. Le livre, j'ai oublié l'auteur, c'est le titre, c'est I Don't Want to Talk About It. How Male Depression Works. Je ne sais pas comment il avait compris que j'étais dépressif, il m'a envoyé le livre. Il m'a dit, je pense qu'il y a un livre là qu'il faut que tu lises là. Tiens-le. Si tu n'en parles pas, ça reste là. Ça reste là. Le seul fait qu'il ait compris que ce monsieur, il a un bel job, ça fonctionne, mais il y a des éléments autour de lui qui ne tiennent pas debout. Donc le cercle familial commençait à tomber. Lui pouvait le voir de l'extérieur, donc il faut être attentif aussi à son prochain. Il voit les morceaux tomber, ça ne marche plus. Donc je pense que peut-être ce livre-là, c'était l'élément déclencheur. Le fait d'accepter le livre et lire le chapitre 1. Je dis bien là, on est quelqu'un qui pense qu'il sait tout, il est brillant, tout va bien. Mais quand tu te rends compte qu'on décrit une histoire, c'est ton histoire. C'est ton histoire qu'on raconte devant toi. Donc c'est un psychologue, un psychiatre qui raconte 50 ans de pratique de ses patients. Tu te rends compte que le premier cas qu'il traite, c'est le tien. On parle de toi. Puis en même temps, moi ce que je dis dedans, c'est que quand tu regardes ça, et dans la réalité du chemin que ça t'a pris d'aller chercher de l'aide, moi, la plupart des couples auxquels j'ai eu accès, des questions de violence conjugale ou familiale, c'était des hommes qui étaient souffrants. Tout à fait. Et c'est la souffrance qui se manifeste par ce comportement-là. Parce qu'il y a 2 choses que j'ai constatées pendant les 17 années maintenant de ma pratique, c'est que nous autres, les hommes, quand on est dans ces états-là, c'est 2 choses. Soit on le transforme en violence, soit on fuit. Soit on va disparaître, soit on va le transformer en violence. Ça peut être une violence physique,
mais ça peut être aussi une violence verbale, émotionnelle, psychologique, en tout cas toute forme de violence que tu peux Et si on parle de dépression, cette violence-là, c'est un tank qui shoot à l'intérieur. C'est la même violence. Les propos qu'on est capable d'avoir pour soi-même, la voix dans notre tête quand on vient de barrer nos clés dans le dos, il n'y a pas personne que j'oserais jamais dire ces choses-là à quelqu'un dans la vraie vie. Mais comme par exemple, t'es fou, qu'est-ce que t'as fait? Des choses comme ça et des propos que jamais je ne tiendrai avec personne, mais je les tiens envers moi. Jusqu'à ce qu'il a fallu que j'accepte, wow! T'as plus le droit de te parler comme ça, JF. Tu te fais mal. Tu ferais pas ça à personne. Pourquoi tu te le fais à toi? Mais il a fallu quelqu'un qui me brasse pour me dire, t'as-tu fini de te faire mal? Mais il faut... parce que c'est pas ma voix, mais c'est moi qui est capable de dire... Moi, de la façon que je parle, c'est la voix, souvent, on a des critiques, on a des pushers, on a... Ça me parle à un haut-parleur là, de fun là, à 3000 %. Il y a 1 % qui est vrai. Alors, c'est ça que j'essaie d'apprendre aux gens. Moi, tous les mercredis, on se rejoint, une trentaine d'hommes, on se parle, les hommes s'ouvrent. Ce qu'on réalise, c'est que l'histoire que tu disais, que tu lisais, là, tous les témoignages de tous les hommes, c'est des témoignages qui reviennent chercher tous les hommes. Pourquoi? On est tous pareils. On vit les mêmes affaires. On a des petites affaires de différence. Moi, je suis bleu, toi, t'es vert. Même affaire. La chose, c'est que lorsque tu apprends que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui va être non seulement pas jugé, mais apprécié. Accepté. Dans mon groupe, c'est ça. On se reconnaît après que quelqu'un partage, on a un moment de recueillement. Après ça, on demande est-ce que l'homme veut avoir un retour de la part des hommes. C'est pas une discussion, là, c'est un retour. Puis ce qu'on est capable de recevoir, on reconnaît le courage de l'homme de s'être ouvert, de nous montrer ce qu'il a vécu authentiquement dans sa vie, dans sa semaine, dans sa journée, avec son boss, whatever. Mais l'idée de... On change la donne pour ces hommes-là, que c'est même ce qu'on va... On va te reconnaître, mon pit, pour être vulnérable. Hey, ça, c'est le fun. Mais les hommes qui sortent de là, c'est une différente planète. Mais comment ça se fait? Où peux-tu créer ça? Ce qu'on leur dit, viens, ramasse d'autres gars, viens-t'en, on va créer d'autres gars alentour de toi qui vont être capables d'avoir ces propos-là. Tu bâtis tes leaders, ton réseau à l'intérieur. Mais il faut que tu réalises qu'il y a des relations qui te servent moins que d'autres. Il va nous rester 1 minute avant notre prochaine pause. Et si je veux faire un récapitulatif de ce que j'ai pu comprendre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses intéressantes, mais il y a quelque chose que Ansel m'a dit qui est venu me chercher lorsque tu parlais du succès. Lorsque tu es en plein dans ton succès et que même tu peux être dépressif sans t'en rendre compte, ça rejoint ce que Jean-François dit. C'est important d'avoir un bon réseau. Et ce réseau-là, il faut qu'il soit aussi sain que toi, tu as envie de devenir sain. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un réseau. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont performants, mais qui transportent des bagages comme émotionnels catastrophiques. On vit dans une société où plus tu vas vers le haut, plus tu es à risque de dépression et d'enjeux de santé mentale. Et que tu vas ça, c'est la réalité de, disons, comme... J'ai frappé un mur, moi, il y a 8 ans. C'est exactement le même mur. On revient juste après la pause. Vous regardez Au-delà des frontières masculines. Gros scoop, tout le monde. Bienvenue à l'émission Court-circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé.
L'événement Créer la magie de Noël est de retour. Le dimanche 10 décembre, de 10h à 14h, apportez vos jouets neufs ou vos dons au Centre Richelieu-Vanier afin de permettre aux enfants de Vanier dans le besoin de vivre un beau Noël. Cette année, vous pourrez rencontrer le Père Noël et assister gratuitement au spectacle de Noël de Mélissa Ouimet à 13h. Visitez le muséoparc.ca pour tous les détails. Cette initiative est organisée par le Muséoparc Vanier, le CECCE et Dessert. De retour à votre émission spéciale Au-delà des frontières masculines. C'est le dernier segment avant la fin de l'émission. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses avec ces hommes-là. Et cette fois-ci, on a envie de parler de... Moi, ce que j'intitule ça, trouver son cercle. Trouver ses frères d'armes. Et vous avez chacun de votre côté créé quelque chose pour accompagner vos frères. Alors, je vais commencer avec papa en tant que thérapeute. Comment tu accompagnes les gens de ta communauté, de notre communauté? Ben, la réalité, je le disais tantôt, moi je suis quelqu'un aussi, comme je suis dans ma vie perdue un peu, un leader spirituel. OK. Moi, j'utilise beaucoup, je pars de la réalité de la communauté que je veux aider. Oui. Et c'est pour ça que nous, quand on a pensé à créer Oro Black Mental Health Coalition, on a pensé à adapter culturellement les outils qu'on utilise dans notre domaine pour l'adapter aux besoins des communautés, pour pouvoir parler leur langage. C'est extrêmement important parce que dans la relation d'aide, la question de la ressemblance est extrêmement importante. Ce n'est pas une ressemblance physique. C'est pas forcément une ressemblance physique. Comme je dis, it's not about color, it's about culture. C'est une question de culture. Et moi, j'utilise beaucoup la spiritualité dans ces communautés-là, le côté religieux. Donc, j'utilise les guides, les leaders religieux pour les amener à pouvoir... Parce que la plupart de ces hommes-là, ils préfèrent aller vers le leader religieux. Pourquoi? Parce qu'ils le voient un peu comme un safe place. Safe, oui. L'imam, le prêtre, un safe place. Mais moi, je travaille beaucoup avec ces communautés-là pour créer des cadres où la parole peut se libérer. Parce qu'il faut aider à libérer la parole, il faut aider à briser le silence. Tu sais, comme je dis, puis je l'utilise, les gens en rient souvent, je dis, au niveau psychique, nous avons aussi un estomac et une vessie. Ouais? Et notre estomac psychique, c'est la parole qui le permet de le digérer. Notre vessie, c'est les larmes qui permettent de soulager. Fait que d'aider ces hommes-là à pouvoir avoir des environnements où ils se reconnaissent, mais ils reconnaissent également par rapport à leurs valeurs, à leurs croyances. Ça aide beaucoup et ça soulage. C'est un pas de plus. Parce que, disons comme, de les amener vers la façon occidentale de faire de la psychothérapie, ça ne les aidera pas plus. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher dans leurs besoins, dans ce qu'ils croient, mais dans également ce à quoi ils se réfèrent. Et c'est là où l'importance trouve adapter. C'est à nous d'adapter nos outils aux besoins de notre clientèle. Ce n'est pas à la clientèle de venir s'adapter au cadre que nous, on est confortable. Et là, ça amène aussi les inconforts de certains professionnels. Il faut accepter d'aller vers là. L'idée, ce n'est pas d'être expert de sa culture. Parce que la personne qui vient vers toi, il faut comprendre que c'est l'expert de sa vie. Toi, tu n'es pas expert de sa vie, là. Tu écoutes son besoin, tu pars de son besoin et tu l'accompagnes par rapport à son besoin et tu respectes aussi son besoin. Jean-François, en parlant de ta communauté, tu as pris plusieurs exemples là-dessus. Là. Oui. Moi, depuis bien des années, j'ai joint une communauté spirituelle qui s'appelle Inner Journey Canada. Je suis un des facilitateurs des programmes qu'on offre 2 fois par année, 3-4 jours. Mais à part de ça, en 2016,
pour servir les hommes de ma communauté, moi, je travaille beaucoup plus avec les hommes qu'avec les femmes. C'est souvent de la façon que nos programmes prennent place. Et au début, je voulais justement créer un groupe un petit peu comme ce qui se passe à la fin de nos programmes, où il y a une ouverture, où il y a une cohésion, où c'est qu'on se parle puis on se comprend sans même pouvoir avoir besoin de se parler. Il y a une bulle d'énergie qui se crée. Je voulais créer quelque chose de semblable. Puis en 2016, on faisait ça une fois par mois. On se rencontrait dans un bureau ici à Ottawa, puis on a commencé à échanger. Donc, on a commencé à créer une communauté au travers des gens qui ont fait le programme, parce qu'on a un certain vocabulaire, certaines choses qu'on est capable d'apprendre. Puis aussi, on se reconnaît, ayant passé au travers du programme, on comprend qu'on a besoin d'être safe envers chacun des autres. Le respect. C'est un groupe de support, c'est pas un groupe de discussion. Puis là, la pandémie arrive. Le premier mercredi de la pandémie, on est tombé de se voir une fois par mois. On se voit maintenant toutes les semaines le mercredi soir sur Zoom. On a fait plein de choses depuis là en personne, mais à tous les mercredis soirs, je dois vous avouer que je le faisais pour eux autres au début. Hey, petit JF, il en a eu besoin solide durant la pandémie, les cocos. Et boy, si j'avais pas eu ça, là, ouf! J'aurais été un petit gars, là, un petit gros de même. Là. Fait que de réaliser que ça m'était aussi salutaire, autant que les hommes avec lesquels je partageais, c'est rendu quelque chose que j'ai même plus besoin d'y aller. Si un mercredi, j'ai pas besoin d'aller là, j'étais avec mon groupe au Conseil catholique français, un mercredi par mois. Je suis pas là le premier mercredi. Ben, les gars sont tous là. Ce qui fait en sorte que c'est rendu plus fort que tout ce que je pouvais penser. Non seulement ça. Régulièrement, j'ai un retour, un des hommes qui m'ont parlé la semaine passée, qui me dit « JF, il faut que tu comprennes. » Il dit que à cause du groupe d'hommes, puis des connexions d'hommes, puis de vrais hommes là, que j'ai fait, là, ben ma croissance personnelle a été guidée par les hommes que tu as amenés dans ce groupe-là. J'ai des amitiés que jamais j'aurais eu. Je suis un homme différent à cause du groupe d'hommes. On va me prendre des Kleenex, moi, là. Bravo. Y a-tu d'autres choses de plus que tu veux avoir? De dire que tu as aidé à quelqu'un dans sa croissance. Tout ça peut t'arriver souvent. Bravo. Mais de sentir que j'avais un désir de ça, mais que c'est devenu tout ça, puis que ça sert à tant de gars. Fait que... ouais. Bravo. Mais c'est ça qui... la découverte de quand tu as fait quelque chose qui sert à d'autres. Moi, c'est peut-être ma personnalité, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qui est utile dans ma vie que de sentir que... c'est peut-être Benny Braxton, je vais s'oublier son nom. Brown. L'idée de laisser ton petit coin de terre là, un petit peu plus vert parce que tu as été là. Tu sais, la première fois que je t'ai vu pleurer pendant une entrevue, je me suis dit, ça se peut pas que Jean-François pleure. Le grand gaillard Jean-François. Et là, je me suis dit, je t'ai trouvé tellement fort parce que je pense que de plus en plus, c'est ce genre d'homme-là qu'on a besoin de voir, que les jeunes hommes ont besoin de voir, ils ont besoin de s'identifier à ça et ne pas voir cette virilité-là comme, je pense, l'accès à la masculinité. J'ai la chance, au travers de mon père, d'avoir l'accès assez facile lorsque ça me touche. J'ai pas peur. Lorsque je parle à des jeunes, j'ai 200 jeunes en train de parler en cybersécurité, puis que je parle du petit jeune qui est allé sauver 43 autres petits jeunes parce qu'il est allé parler à son père, qui a vu quelque chose sur Internet, puis qu'au travers d'un signalement qu'il a fait à cyberette.ca, il y a 43 jeunes qui ont été sauvés, puis que ce petit gars-là a une médaille du gouverneur général. Je ne suis pas capable de parler de ça sans voir l'image de la maman qui est à côté, puis du petit gars, qui dit, puis le gouverneur général qui dit « Toi, mon petit gars, tu es un héros. » Puis de dire à tous les jeunes qui sont tous là, on est tous capables d'être des héros si on dit « Enough! J'en veux pas de ça. » Il faut que tu le sentes, ça, que tu as une capacité. Et les parents sont capables de... Je parle de cyberette.ca, c'est tout simple. Une fois que tu as fait ça, tu te dis... C'est tout comme
quelque chose que tu lances dans l'univers, j'espère que je vais aider quelqu'un. C'est tout. J'espère qu'on va aider quelqu'un avec cette émission-là. Je l'espère. Et puis, c'est quelque chose qui va rester sur nos médias sociaux pendant longtemps, donc YouTube en particulier. Vous aurez accès à ça tout le temps, au besoin. Anselme, avec toi, on parle de la cofondation de cette fondation-là. On en a parlé, je pense, en début de la saison à Tout savoir en octobre. Parle-nous un peu de ça. M4, M2 vient d'un constat assez simple. Hein? Il n'y a pas de leaders dans la communauté qu'on voit. Ils sont absents. Pour moi, pour des raisons de santé mentale. C'est pas compliqué pour moi. Moi, je suis fonctionnaire, n'est-ce pas? Je travaille à un haut niveau. Et j'ai été plus haut niveau, je suis un peu allé plus bas. Et je peux vous dire que ces gens-là consultent 24 sur 24. Ben oui. Ces gens-là ont des psychologues, des psychiatres, des conseillers, des coachs. Je vous dis 24 sur 24. J'ai des coachs 24 sur 24 que je peux appeler à n'importe quel temps là pour dire j'ai tel problème là, je suis en panne, mon ami, qu'est-ce que je fais? Et ils passent à travers moi dans le processus. Donc M4 tout le monde, tout, et du fait qu'il a ce leadership là, il y a beaucoup d'hommes noirs qui ont du succès, qui sont des personnes intéressantes et dont nos jeunes ne voient pas. Ben oui. Ils sont invisibles, ces gens-là. Ils sont où? Donc moi, je veux, à travers eux, essayer de les soigner, de les aider. Je ne dis pas qu'ils sont malades. Je dis de s'adapter au contexte, de se réinventer, de pouvoir communiquer, de pouvoir être vulnérable et occuper la place qu'il faut. Donc, on a commencé il y a un mois, j'étais ici au lancement de la première conférence, où on a eu une très belle entrevue, et puis après, j'ai eu une session d'ouverture le semaine qui suivait. Et maintenant, je prépare un programme de discussion ouverte. La parole. On parle et on devient excellent. Je vous ai dit la dernière fois, à quand a eu lieu le dernier gala d'excellence des hommes noirs? On a toujours quelque chose pour les femmes. Il m'a posé cette question en pleine entrevue. J'étais comme, oh, balaï, c'est vrai ça? À quand on a eu le gala pour dire, on reconnaît des hommes noirs de la communauté d'avoir été excellents en tel domaine, tel domaine, tel domaine? Il n'y en a pas. On les appelle les alliés des femmes dans les galas quand on veut vous donner des prix. C'est ça. Je suis désolée, là, j'ai vendu la mèche. Or, il y a cette place-là, donc moi, avec la Fondation, j'ai besoin des coachs de vie, des psychothérapeutes, pour que mes frères sortent de leur terrier et sachent que ces gens qui pensent qu'ils sont des leaders là, consultent tous les jours que Dieu a créé. Et c'est pas mauvais de consulter. C'est pas mauvais du tout. C'est une Au force. contraire, ça libère et ça ouvre d'autres opportunités. Tout à fait. Et le dernier élément qui m'a vraiment poussé à le faire, vous savez-vous, il y a eu 2 ou 3 suicides, 4 suicides dans l'Outaouais. Vous savez de qui on parlait? Non. On parle des femmes. Un homme noir se suicide, on parle de sa femme. Wow. C'est normal, ça? C'est-à-dire qu'un homme se suicide. Et il y en a un qui a tué ses enfants. Mais à la TV, on parle de la femme. Moi, je trouve ça m'a rendu mal à l'aise. Très mal à l'aise. On n'a pas voulu comprendre ce qui s'est passé ou quel genre de trauma cette personne-là vit. Et il y en a peut-être plusieurs dans la communauté qui ont les mêmes traumas. C'est plus simple de juger. Quelques mois après, il y a un autre qui est mort. Ça n'a pas fait des vagues. Sous silence. Donc, il y a quelque chose sur laquelle on doit travailler. Et moi, mon tour, je veux régler ça et puis dire, on est excellent, on est des médecins, on est des psychologues, il y a des modèles que vous pouvez suivre. À nos jeunes là, qui viennent là quoi? Les jeunes qui sont nés ici ou qui sont arrivés très jeunes ici, ils veulent voir ces modèles pour avoir des repères. Comme quelqu'un comme toi. Voilà. Oh, t'es gentil. Absolument. On en a besoin. C'est la vérité, ouais. On en a besoin. Ouais. Allez dans les écoles secondaires pour vous rendre compte que, moi j'y vais souvent quoi? Ils te regardent, mais toi tu sors d'où? Parce qu'une école, il y a 500 enfants, il y a peut-être 1 ou 2 enseignants noirs. C'est vrai. Mais quand on voit un troisième arriver, mais on a quelqu'un d'autre. Monsieur, vous enseignez quoi? Non, je suis juste en visite. Il faut ça. Il faut ça. Et c'est culturel. Il faut ça pour pouvoir passer à travers toute cette complexité environnementale,
de croissance, de compréhension et de succès. Je vous dis, il y a tellement de travail à faire que je me suis dit, m'asseoir à la maison et voir mes frères souffrir, j'en connais tous les jours qui divorcent. Je suis devenu spécialiste parce que je suis passé par là. C'est ça. Parce que je sais ce que ça prend comme émotion. Je te dirais que c'est souvent très, très violent. Je leur explique, mon gars, très violent. Yeah. Tu vas souffrir. Yeah. Tu ne souffres pas encore là. Yeah. Là, tu joues au tof, là, attends dans 2 mois là. Yeah. Quand tu vas commencer à brailler tout seul dans ta chambre à 5 h du matin, tu vas pleurer tout seul. Il dit quoi? J'ai dit, tu vas pleurer mon ami, t'inquiète, ça va arriver. Ça va arriver. Prépare-toi. Ouais. Mais au lieu que je lui dise, un psycho peut le préparer à faire cette transition. Que ce soit au boulot, que ce soit la famille. Écoutez, à la fonction publique, il y a beaucoup de Noirs qui ne mentent pas. Ils n'ont pas les capacités émotionnelles requises. C'est pas que c'est pas les capacités émotionnelles. Qu'est-ce que c'est? Quand ça ne va pas dedans, là, tu ne peux pas. Okay. C'est pas comme vous l'expliquez. Tu ne peux pas performer. Tu ne peux pas performer. Des fois, c'est coincé. Oui. Puis Ansel, moi, ce que je trouve triste dedans, pour accompagner aussi beaucoup de couples en situation de divorce, c'est quand il y a des enfants dedans. Puis malheureusement, ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à être dans ces situations-là, mais souvent, on va les utiliser comme enfants soldats. Ah, patin. Ouais. Où on va envenimer les enfants envers l'autre. Ben, c'est ça, on les utilise comme enfants soldats. Puis, tu sais, malheureusement, ben, ça a des dégâts. Tu sais, ça fait des dégâts. Tu sais, puis on ne cherche pas de l'aide à savoir comment mieux se séparer. Voilà. Mais tu sais, il y a une expression, hurt people, hurt people. C'est le concept du karma qu'on transmet, c'est ça. Puis la job du parent, c'est d'en transmettre moins que ce que tu as eu. C'est simplet comme idée, mais c'est un petit peu ça. Mais il faut que tu prennes possession de qu'est-ce qui t'a été transmis pour décider, non, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Il va nous rester, je ne sais pas, je pense quelque chose comme 5 ou 4 minutes. Je vais essayer de faire un tour de table assez rapide pour aller poser une question assez deep. Celle de savoir... à chacun d'entre vous, je m'adresse. Si vous aviez un jeune homme qui était votre fils, la chair de votre chair, quel est l'homme que vous voulez qu'il soit, qu'il devienne? Ben, moi, je pense que c'est de l'idée par exemple, par modèle. Moi, ce que je dis, c'est que ce que je veux que mon fils voit en moi, je le pratique à tous les jours. OK? Il a accès aussi à ma vulnérabilité. Quand je ne me sens pas bien, je suis capable de dire « Non, papa ne se sent pas bien aujourd'hui. » Il me voit à la maison pratiquer. OK? Et à partir du moment où son premier modèle, c'est moi, parce que c'est ça aussi la réalité. Bien sûr. Et on ne peut pas dire à un enfant « Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais en même temps, ce que j'aimerais que mon fils, c'est pour ça que aussi je me bats, moi, sur certaines problématiques, c'est que mon fils, il est canadien et il essaie quelque part d'être sénégalais un peu. Moi, je suis sénégalais et j'essaie d'être canadien. Tu vois ce que je dis? Donc, j'ai la lourde responsabilité avec mon épouse d'être deux Sénégalais qui essaient d'éduquer un Canadien. Donc, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Mais je veux que mon fils soit un Canadien à part entière, pas entièrement à part. Qu'il soit capable d'avoir des rêves comme tout jeune Canadien. Et qu'il ait la possibilité aussi de cheminer selon ses objectifs à lui. Très bien dit. Fait que pour moi, c'est ça, puis qu'il se sente dans un monde diversifié, qu'il accepte sa différence, mais qu'il comprenne également et qu'il respecte la différence des autres. Ça aussi, c'est extrêmement important pour moi. Donc, ce sont ces valeurs-là, puis je ne suis pas le seul. Parce que ce qu'on oublie aussi, des fois, et la plupart du temps, ce sont les mamans qui masculinisent leurs garçons. Fait que mon épouse, Khadi, que je salue au passage, joue beaucoup aussi dans ça. Tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est un très beau... C'était très beau, c'était très beau. Et toi, Jean-François, je sais que tu as une belle relation avec ton fils. Moi, j'ai un fils qui a 29 ans, qui est autiste, mais qui est tout à fait fonctionnel.
Puis j'ai découvert qu'est-ce que c'était d'être un père au travers d'être un père. C'est un cheminement qu'on fait très, très, très personnellement. Et j'ai été chanceux d'avoir des modèles d'hommes formidables, surtout au travers de ma communauté, qui m'ont... Je me souviens où il a fallu que je comprenne que la vie de mon garçon n'aura pas l'air quoi que ce soit de ce que ma vie a l'air. Ma job, c'est de trouver la valeur dans sa vie. C'est pas lui de me démontrer sa valeur dans sa vie. C'est ma job de la trouver, non seulement la trouver, mais de lui transmettre sa valeur. C'est ma job de trouver la valeur dans sa vie et non pas de lui transmettre nécessairement les valeurs de ce qui a donné la valeur dans ma vie. C'est pas la même affaire. Ça m'a pris un petit bout de temps pour trouver ça. Mais ça fait toute la différence dans ma relation avec mon gars. Ils n'ont pas une vie tout à fait de la même que la mienne, mais elle a une valeur complète. Il a sa capacité, il se sent aimé, il se sent supporté. Puis il sent qu'il y a de la valeur. Et donc, moi, tout ce que j'entends dans ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas voulu faire une continuité de Jean-François Souriol. Tu voulais que ton fils soit une personne à part entière. Ça m'a pris un petit bout de temps pour comprendre ça. Mais tu l'as compris. Merci, papa. Alors, Anselme, même question pour toi. Ben oui, mes enfants sont grands maintenant. Olivier a 26 ans, Dora a 27 ans bientôt. Sébastien a 18 ans. Mais je les ai élevés avec la casquette de mon père. OK. Dans son scénario de mon père. Ça va marcher jusqu'au divorce. Donc, c'est après le divorce que j'ai voulu être père, mais il était trop tard. Wow. Voyez-vous? Donc, on parlait tantôt de masque, de casque. Il faut qu'il y ait une incidence, et puis ça passe. Donc, moi, tout ce que je leur souhaite quand je leur parle ces jours-ci, c'est d'être des hommes intègres et communiquer. Il faut être intègre. Mais pourquoi c'est important pour toi, l'intégrité? L'intégrité, c'est tout. C'est tout. Ça signifie entier. Quand il manque un morceau, ça ne fonctionne pas. Puis l'intégrité, c'est quand personne ne regarde. Quand personne ne regarde, tu fais ce que tu as à faire, c'est ça de l'intégrité. Quand le monde te regarde, tu fais ce que tu as à faire, ben c'est correct. Et quand tu fais ce que tu as à faire, quand personne ne regarde, quand personne va savoir, j'ai du temps pour toi, mon pit. Alors, en résumé, par rapport à ma question, qu'est-ce qu'un papa voudrait transmettre à son fils? Papa, ce que j'ai compris avec toi, c'est que c'est vraiment que ton fils puisse te voir dans toutes les positions possibles, vulnérable, forte, joyeux, anxieux. Avec Jean-François, c'était plutôt... Et qu'il n'ait pas peur de ses rêves. Qu'il n'ait pas peur, audacieux, qu'il soit audacieux. Avec Jean-François, ce que j'ai compris, c'est que c'est tellement beau tout ce que vous avez dit, c'est que tu ne veux absolument pas que ton fils soit la continuité de ta personne. Puis qu'il me voit s'excuser. Régulièrement, quand je fais une erreur, je vais m'excuser à mon gars. Wow! C'est rare que mon père s'est excusé à moi, mais comme dans beaucoup. Heureusement, j'ai une belle relation avec mes parents qui faisaient ça, mais d'aller lui montrer que ça ne m'affecte pas de réaliser que, tu vois, cette affaire-là que j'ai dit, là, je m'excuse, je suis allé trop loin. Je m'excuse, c'était pas correct. Mais c'est tout simple de s'excuser. C'est correct, c'est intègre. Et puis, c'est ça, Anselme me parlait d'intégrité. Et puis, je pense que toi, ton cheval de bataille va rester les jeunes immigrants, les jeunes hommes immigrants, parce que tu as vraiment besoin que ces jeunes-là aient un modèle, des modèles, pas un modèle, mais des... Je prépare ma retraite. Donc, mais même on va à la retraite. Les gens passionnés ne vont jamais à la retraite. C'est toujours un piège. Attention. C'est quoi ça, là? Je vais avoir 80 ans. Qui prendra soin de moi si je n'ai pas une communauté forte? C'est vrai. Exactement. Qui prendra soin de moi si je n'ai pas des jeunes capables de comprendre que, papa, elle a besoin de moi, on doit l'aider. Il a dit jeune, il m'a regardé. C'est ça. Mais c'est ça. Puis il le dit bien. Au-delà d'être père, c'est aussi d'être papa. Au-delà d'être père, c'est aussi d'être papa. Écoutez, à tous les trois, je veux simplement vous dire un agréable merci. On tend vers la fin de l'émission. Il nous reste 20 secondes. J'ai passé un excellent moment avec vous. Merci à toi. J'espère que ça a été une expérience enrichissante à refaire. Je suis tout rose. Ça dit tout.
Merci beaucoup. Alors, merci encore une fois à vous et pour vous à la maison. J'espère que vous avez apprécié sur cette émission de 1h30 où est-ce qu'on n'a même pas vu le temps passer, tellement de belles choses ont été dites. Et j'espère aussi que vous avez pris des notes, en particulier les papas. Ce message-là, c'était pour vous. On se voit une prochaine fois. Bye bye. Merci. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Plongeons ensemble dans l'univers des divers organismes, experts et artistes de la belle communauté francophone de la région d'Ottawa. Rejoignez-moi et découvrez les passions, les talents et les histoires captivantes des personnes qui se trouvent près de chez vous. Préparez-vous à rire et surtout à être émerveillés. J'ai hâte de vous retrouver les lundis, mercredis et vendredis pour tout savoir. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez